Bonsoir et bienvenue dans la première édition du journal Football Beat News. Dans l'actualité ce soir, l'impact des médias dans le football féminin. Les médias sont-ils les seuls responsables du manque de visibilité de ce sport? Quelle est l'influence de Michelle Kang dans le football féminin? Pourquoi ce don de 30 millions de dollars en faveur de la Fédération américaine de football? Cette semaine, les joueuses de l'équipe de France de football sont en stage à Clairefontaine, à l'occasion des rencontres amicales de ce samedi 30 novembre à Angers face au Nigeria et ce mardi 3 décembre à Nice face à l'Espagne. L'occasion de s'entretenir avec les joueuses Pauline Perrault-Magnan et Melvin Mallard. Philippe Diallo se représente comme président de la FFF, il aura comme opposant Pierre Samsonov. Nous reviendrons sur leur liste et leur programme. Et pour terminer, un focus sur le football féminin amateur grâce au concours sensationnel avec comme marraine Laure Boulot et sponsorisé par la FFF et Intermarché. Lorsque l'on parle de la médiatisation du football féminin et de ses difficultés, il est très facile de pointer du doigt les médias en disant qu'ils n'ont pas bien effectué leur travail de journalistes afin de mettre en avant le football féminin. Mais sont-ils les seuls et vrais coupables de ces manquements? On parle surtout de manque de moyens, qu'il faut davantage s'intéresser au football féminin, que c'est un sport qui se développe et qu'il faut de vrais investissements. Mais où vont ces fonds? Comment sont-ils utilisés? Qui en bénéficie? Avec ces questions, nous nous attaquons uniquement qu'au sommet de l'iceberg. Qui sont les acteurs du football féminin? Ce qu'il faut d'abord chercher à savoir, c'est qui sont ces individus qui peuvent promulguer le football féminin. Pas seulement médiatiquement, mais à tous les postes, et donc à l'intégralité du personnel. Est-ce des personnes par choix ou par défaut? Le degré d'investissement, leurs conditions de travail et environnement. Par exemple, si vous regardez un match de football retransmis à la télé, peu importe la qualité du terrain, des images diffusées, si le commentateur ne donne pas envie de vous faire regarder le match, vous perdez de l'audience. Beaucoup de téléspectateurs m'ont remonté qu'ils avaient cette mauvaise impression que le commentateur était puni comme un inspecteur rétrogradé et contraint à la circulation. Si la voix du match démontre un manque d'intérêt, tout se complique. Surtout qu'il y a des connaisseurs très impliqués dans le football féminin qui aimeraient que l'on donne leur chance de pouvoir commenter les matchs de football quotidiennement et que les personnes en place ne donnent pas toujours satisfaction. Autre exemple, certes, certains stades ne sont pas parfaitement équipés pour recevoir des équipes TV, pour retransmettre des matchs, mais lorsque le caméraman laisse les grosses gousses d'eau à l'écran et n'essuie pas son objectif, on ne peut pas accuser le manque de moyens, mais un manque de conscience professionnelle. L'amateurisme au service du football féminin, lorsque nous parlons d'amateurisme, nous ne parlons pas des compétitions de football amateur du football féminin, mais le manque de professionnalisme des professionnels. Des erreurs qui n'existeraient pas ou très peu dans le football masculin, des propos qu'on n'oserait pas élaborer dans le football masculin, des statistiques et des données de match incorrectes par des professionnels, des photos de joueuses qui ne correspondent pas aux athlètes, le manque de communication de la part du personnel des clubs et de suivi qui ne facilite pas le travail du journaliste. Si un attaché de presse ne communique pas ou trop tardivement sur un événement, ou bien ne répond pas aux sollicitations des journalistes, positivement ou négativement, les journalistes ne peuvent y assister et encore moins le relayer. Si constamment les clubs ferment les portes aux médias, comment les médias peuvent créer un lien entre les supporters et les joueurs, si les joueuses ne sont pas accessibles ou ne s'ouvrent pas suffisamment sur les réseaux sociaux? Le choix des journalistes également par les rédactions peut laisser à désirer. Un journaliste sportif peut avoir des connaissances dans le football masculin mais être inapte à couvrir le football féminin. S'il ne connaît pas un minimum les joueuses, n'a pas effectué des recherches en amont en préparation du match, on peut se retrouver face à des situations bien délicates. Juste, vous êtes qui? Élise Bonnet. D'accord. Et vous? Charlie Amanda. D'accord. Ok. Comment vous vous sentez dans ce début de championnat? Là, on parlait de cet écart, bon, même si le PSG, c'est pas votre championnat. Comment vous vous sentez, vous, dans le groupe, par rapport à cette D1 que vous découvrez? Est-ce que pour vous, le maintien, ça vous paraît super réaliste? Est-ce que ça va être compliqué?
On est ambitieux, donc on ne va pas venir, si on vient jouer les matchs, c'est on a la volonté de ramener des points à chaque fois, peu importe contre qui on joue. Forcément là on joue un adversaire haut de tableau, donc c'est assez compliqué. Après, non, on a les qualités on vise le maintien, donc on va tout donner pour arriver à cet objectif. Le choix et la façon d'aborder les sujets du football féminin. Le football féminin, malgré les victoires, ne va pas faire la une des journaux. Cependant, si des tensions, des règlements de compte ou toute autre image très négative du football féminin interviennent, les journalistes vont davantage couvrir ces sujets. Dans des événements mixtes où on aborde à la fois le football masculin et le football féminin, les journalistes n'hésitent pas à couper court quand les questions tournent autour du football féminin. Les choix des termes également est un vrai sujet. On va plutôt entendre un vocabulaire très centré sur le physique de la joueuse comme si c'était une Miss Beauté et moins sur ses performances et qualités athlétiques. Le PSG a récemment changé sa tabulation sur son site internet. On pouvait y voir football pour les hommes et football féminin. Maintenant, la distinction est faite. On peut voir football masculin et football féminin. Cela peut paraître comme un petit détail, mais il fait la différence justement en termes de respect et montre une certaine égalité sur la façon dont les joueuses peuvent être valorisées dans le club. Il y a aussi des bons élèves. Nous avons le club AS Roma. Il existe un Instagram dédié uniquement à la section féminine où il y a plus de 142 000 followers. Un compte Instagram très actif en italien et en anglais. On peut suivre les joueuses, les entraînements, avec photos et vidéos quotidiens, des stories régulières, des rappels de matchs, les compositions, les mercatos, l'actualité des réels avec des joueuses qui se prennent au jeu, des interviews et bien d'autres. Toutes ces actions manifestent de l'engagement. On parle donc d'un excellent travail selon moi en termes de communication, mais ça ne s'arrête pas là. Pour avoir échangé avec cette équipe, il y a aussi un côté humain et d'aide pour les journalistes. Ils répondent positivement aux sollicitations des journalistes. Il est donc plus facile pour un journaliste d'obtenir des interviews de ce club comparé à d'autres qui ferment régulièrement leurs portes, même lors des zones mixtes. Vous pouvez vous déplacer pour un match de championnat par exemple, l'équipe a gagné, mais ni le coach ni un seul joueur s'arrête en zone mixte et on vous demande d'effectuer votre travail de journaliste. Un grand nombre de journalistes dans le football féminin sont bénévoles et les frais engagés sont à la charge du journaliste. Se déplacer dans des stades pas toujours accessibles avec éventuellement des frais supplémentaires d'hébergement pour finalement ne pas obtenir des réactions des joueuses du match freine considérablement la médiatisation du football. Michelle Kang va-t-elle révolutionner le football ? Michelle était surprise du manque d'investissement dans le football féminin. Pour de vrais résultats, il faut améliorer l'écosystème, ne pas se focaliser uniquement sur son club et développer le football en l'élargissant sans perdre en qualité. Mike Waitala from Soccer America. Michelle, est-ce que vous pouvez partager avec nous vos premières expériences dans le football? Qu'est-ce qui dans le sport vous a motivé pour faire en sorte que vous soyez aussi impliqué? Quand j'ai repris le Washington Spirit, j'ai été interviewée par un journal local. Les journalistes ont commencé à me demander si j'avais déjà joué au football et je leur ai dit oui, bien sûr, que je jouais lorsque j'étais à l'école. Et donc du coup, on m'a demandé le poste que j'occupais. J'ai donc répondu, avez-vous entendu ce que je vous ai dit? Je jouais à l'école, il n'y avait pas de position, tu dois juste suivre la balle. C'était pas un plan très élaboré. Lorsque j'étais à l'école, j'étais pas vraiment très athlétique et je n'étais pas aussi exposée au football que l'on peut être maintenant. Ce n'est qu'après à la Coupe du Monde 2019, avec le retour des joueuses, j'ai appris l'existence justement des ligues de football professionnelles et de l'équipe ADC. Et j'ai commencé à m'investir dans le football. J'ai vu le potentiel, j'ai vu où le football en était et où on pouvait l'amener. Et j'étais surprise du peu de moyens mis en place. J'ai fait ce que j'ai fait dans ma précédente carrière professionnelle. Lorsque je crois en quelque chose, je fonce la tête baissée et avec la tête la première.
J'ai une question pour Cindy. Je voudrais savoir justement quel est l'impact, à quel point vous vous focalisez justement sur la formation. Afin de pouvoir avoir les meilleurs joueurs du monde, vous devez avoir aussi les meilleurs entraîneurs, le meilleur staff pour les accompagner. Et ça, c'est sur le terrain. Et ça, c'est pour la partie exécutive. Qu'est-ce qui est si spécial par rapport au cadeau que nous fait Michelle? C'est que Michelle ne donne pas seulement au développement des joueurs, elle donne aussi les fonds afin de doubler le nombre de formatrices, d'arbitres féminines et aussi investir dans la partie corporate et afin de continuer à faire évoluer le jeu à un autre niveau. Comme ça, on a les meilleurs atouts et chances de notre côté afin de faire développer justement toutes nos ligues professionnelles, nationales et notre championnat. Le message que Michelle veut faire passer avec ses remarques un peu plus tôt, c'était vraiment l'essentiel de notre conversation et elle croit fermement qu'il faut investir justement dans l'écosystème tout entier et de tout professionnaliser et de créer un système, des process et être très assidu justement à ce niveau-là. Évidemment que l'argent est très important, mais ce qui est le plus important, on avait besoin que Michelle nous soutient et un vrai soutien public très engagé et qu'elle fasse passer le message à quel point c'est important d'investir justement dans notre sport. Je n'ai aucun doute que les actions d'aujourd'hui et ce qu'on va faire par la suite, justement mettant de la lumière sur ce sport, et c'est très important et ça va transformer justement le football dans ce pays pour des générations à venir. Comment vous avez pris la décision de faire cet investissement dans le foot? Surtout que vous avez développé votre portfolio dans le football féminin. Comment un investissement comme celui-ci va aider justement le développement du football féminin aux États-Unis et dans le monde? Si vous regardez en tant que propriétaire au quotidien, j'ai l'expérience de ce que sont les besoins justement pour l'équipe. En tant que propriétaire, on vient tous justement pour investir et faire grandir ce sport et on l'a fait. Les efforts sont phénoménaux. Quand on voit justement le nombre de vues qu'il y a sur les matchs, le nombre de supporters qui se déplacent au match, le nombre de sponsors qui sont investis dans le football, ça c'est très bien, mais ça ne va pas être de manière définitive si on ne s'occupe pas de la structure de la pyramide et l'écosystème. J'ai des questions sur tu es en Angleterre, tu es en France, comment tu compares ces équipes justement avec les États-Unis et l'une des plus grandes différences c'est dans le système, c'est dans les académies pour les jeunes, dans le développement et la structure de ces facilités et dans le programme qui est fait en Europe et qui est complètement différent des États-Unis et c'est assez unique ce qui se passe là-bas. Aux États-Unis, on parle beaucoup d'extension, on veut donner plus d'opportunités, on parle d'unité, mais on ne veut pas baisser la qualité justement en agrandissant
le football. Non, c'est pas vraiment le problème des joueurs, c'est le problème des coachs, des arbitres, qui de préférence sont des femmes. On va pas pouvoir continuer à pouvoir améliorer justement le football et on ne sera pas prêt pour ce momentum. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, les facteurs limités en parlant des joueurs et des arbitres et du staff, et tous ont commencé à quelque part, ils ne sont pas commencés dans un niveau professionnel, ils viennent des ligues un peu plus jeunes avant de devenir professionnels. Ils passent souvent aussi par le niveau universitaire. Si on veut qu'on améliore notre intérieur, si on veut qu'on améliore notre écosystème, il faut qu'on commence vraiment à la base pour toutes ces étapes, parce que toutes ces personnes sont importantes, il y a un impact qui est essentiel et on doit faire en sorte qu'on doit rendre notre équipe nationale, les équipes professionnelles un peu plus indépendantes que d'être juste chanceux d'avoir eu ce bon coach, par exemple, que les autres n'ont pas forcément eu, et donc c'est pour ça qu'il faut améliorer l'intégralité de l'écosystème. Laurent Bonadei, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, a choisi de faire une liste élargie de 30 joueuses. Malgré tout, des joueuses comme Kelly Kago, Cindy Caputo n'ont pas été convoquées. Malgré leur belle performance lors du dernier rassemblement, il a préféré une sélection pour elle en U23. Oui, je suis très, très content de l'arrivée de Lionel. C'est déjà avant tout une bonne personne. Quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps, puisque on a passé notre premier diplôme d'initiateur en 1995 à Boulouris dans le Var, quand il était lui à l'OGC Nice et moi au Sporting de Toulon. Voilà, et je l'ai revu aussi et recroisé pour mon retour à l'OGC Nice en 2015. C'est un joueur déjà qui a été en équipe de France A, puisqu'il compte 4 sélections. Il a 532 matchs en professionnel à son actif. Donc au niveau de sa carrière de joueur, je pense qu'il a beaucoup à apporter aux gardiennes de but, mais pas que, aussi à l'ensemble des filles par rapport à cette expérience. Et puis il a aussi œuvré auprès des gardiens professionnels de l'OGC Nice et aussi au niveau du centre de formation où il a fait un travail remarquable. Donc il se trouvait que par un concours de circonstances, il y a eu le départ de Gilles Fouache et lui-même ayant arrêté sa collaboration avec l'OGC Nice en juin dernier, je trouvais que c'était le bon moment pour lui de rejoindre ce projet et je pense qu'il est très content. Bonjour Laurent, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Je reviens sur le match face à la Suisse, cette défaite. Dans quel bilan en tirez-vous? Et une autre question concernant le prochain match du 3 décembre, vous allez affronter les championnes du monde, les Espagnols. Dans quel état d'esprit serez-vous? Oui, concernant la Suisse, on a fini certes par une défaite. C'est toujours frustrant parce qu'on a eu 65% de possession de balles, on était dans notre projet, on a eu un terrain qui avait un petit peu moins de qualité et du coup on s'est retrouvé face à une équipe qui a joué très bien défendu et puis qui a su utiliser les contres à bon escient. On se fait punir, on revient au score, puis on se fait punir sur une contre-attaque très bien menée avec un très joli but. Voilà, c'était un peu frustrant pour les filles parce qu'elles avaient fait une super semaine de travail avec un beau match contre la Jamaïque. Mais je voulais aussi qu'on ait des matchs qui montent crescendo. Et voilà, la Jamaïque le premier match, la Suisse, le Nigeria qui est une équipe vraiment intéressante, une alternance entre des équipes européennes et non européennes pour varier les oppositions. Voilà, donc un peu comme l'équipe de France contre l'Israël qui a buté sur un mur et c'est pas facile de trouver la faille quand on a une équipe qui défend bien en face. Donc ça fait partie des problèmes qu'on va rencontrer peut-être assez souvent contre des équipes comme ça qui défendent très bien. Donc il faut qu'on travaille encore sur l'animation offensive pour trouver des solutions et se créer beaucoup plus d'occasions.
Oui, pour parler un peu de la méthode Laurent Bonadei, est-ce que vous avez, vous qui avez connu la période précédente forcément en tant qu'adjoint et la nouvelle maintenant avec vous à la tête, pardon, est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé des choses et si oui, lesquelles ? Oui, effectivement, je pense que quand on prend des responsabilités, quand on est dans ce rôle de sélectionneur, on n'est plus adjoint. Quand on est formateur et qu'on passe adjoint, c'est aussi une autre forme de changement dans les responsabilités. Et donc forcément, oui, j'ai changé des choses déjà au niveau du staff, puisque je souhaitais m'entourer de certaines personnes et je suis vraiment ravi que ces personnes-là m'aient rejoint dans ce projet, au niveau du staff technique, mais aussi au niveau du staff médical. Voilà. Après, au niveau des entraînements, au niveau du fonctionnement, il y a des choses qui sont restées, parce que, comme je l'avais dit, on a aussi fait de très bonnes choses avec Hervé, et donc il y avait des choses à conserver. On a travaillé un petit peu plus tactiquement. Mon idée, c'était aussi d'aborder d'autres schémas tactiques. Voilà, on avait beaucoup travaillé sur le 4-3-3 puis le 4-4-2 à la Coupe du Monde. Donc l'idée c'était d'aborder un 3-4-3 avec une défense à 3. Donc c'est vrai que sur la semaine de travail qu'on a eue avec les filles, peut-être elles pourront vous en parler mieux que moi, mais elles ont dû remarquer qu'on a travaillé un peu plus tactiquement. Johanna Swan, pour Instant Foot, malgré cette large liste, il y a l'absence de Kelly Kaggo, malgré son but face à la Suisse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage sur sa non-sélection? Est-ce que c'est du fait aussi qu'il y a le retour, par exemple, de Melvin Mallard? Oui, comme je l'avais dit la dernière fois, le but pour moi sur ces deux rassemblements, c'était de voir un maximum de joueuses. Comme vous le constatez, sur la ligne d'attaque, il y a le retour de Marie-Antoinette Katoto, d'Amel Majri, de Naomi Feller, de Melvin Mallard. On peut aussi considérer Sakina Karchaoui qui va jouer dans un rôle offensif. Et en fait, Kelly Kaggo, Cindy Caputo et Julie Dufour aussi, il ne faut pas oublier, avec Kessia Bussy, vont aller avec les U23. J'avais expliqué un peu le fonctionnement que je souhaitais mettre en place sur la relation entre les A et les U23. Et je trouvais qu'il aurait été dommage pour ces deux joueuses. Alors c'est toujours intéressant d'être en équipe de France, mais je trouvais préférable pour elles d'avoir du temps de jeu avec les U23, de vivre des matchs de niveau international. Voilà, donc c'est pour ça que Kelly et Cindy vont aller avec les U23 pour avoir du temps de jeu. Il y a deux très beaux matchs en U23. Elles jouent le jeudi contre les Pays-Bas et puis le lundi contre l'Espagne. Donc c'est vraiment des matchs de très bonne qualité. Et comme on va faire toute notre semaine à Clairefontaine en parallèle avec les U23, j'aurai l'occasion de me rendre sur le match des U23 jeudi après-midi pour les observer. Il y a une joueuse qui n'était pas présente lors de la première liste, que vous aviez appelée en renfort, c'était Vicky Béchaud, qui aujourd'hui est là directement. Elle avait joué, elle avait participé aux deux matchs. Ça a été une des bonnes surprises pour vous peut-être de ce premier stage ? Vicky, c'était déjà plus qu'une bonne surprise, c'était une très bonne surprise à la Coupe du Monde en 2023. Rappelez-vous, elle faisait déjà partie de la liste et dans son rôle de joker, elle avait fait de très belles choses. Et puis après, voilà, elle est dans un club où le niveau d'exigence est très élevé, avec une forte concurrence. Donc elle n'a pas toujours un temps de jeu très important, mais voilà, elle travaille, elle s'accroche, elle a eu des hauts et des bas. La dernière fois, elle était plutôt, dans mon esprit, partie pour justement avoir du temps de jeu en U23, parce qu'elle en manquait dans son club. Et puis, elle a pu jouer dernièrement contre Saint-Etienne. J'ai vu qu'elle était en progrès. Je vois que c'est une joueuse qui lâche rien, qui a aussi des qualités. Et donc, elle vient dans cette liste élargie avec, pour elle, l'ambition de montrer de bonnes choses. Laurent, vous avez parlé, juste une petite précision sur l'état de santé de Gretchen Bock et de Almeida. Vous dites elles ne participeront pas au match, c'est aux deux matchs, hein. On est bien d'accord. Oui, en fait, alors vous savez, il y a le secret médical, je ne peux pas vous donner trop d'informations, mais elles sont en phase de reprise avec leur club.
Et des fois, quand on reprend, des fois ça va plus vite, des fois ça va moins vite. Par exemple, Salma Bacha, elle est en avance de 3 semaines et elle était dans le groupe hier avec son club. Et puis pour Gridge et Elisa, c'est un petit peu plus long. Donc il faut patienter, il faut aussi que la nature fasse son job, comme on dit, et elles mettent du cœur à l'ouvrage pour revenir. Elles sont sérieuses, je le sais, puisque je suis en constante relation avec le club à leur sujet. Mais force est de constater qu'elles n'ont pas eu de temps de jeu et qu'elles n'en auront certainement pas ce week-end. Donc voilà, l'idée de les mettre dans la liste, c'est de les voir peut-être lundi ou pas, en fonction de la gravité encore de leurs blessures, et de leur permettre au moins de participer peut-être à des bouts de séance. Parce que quand on est en phase de reprise comme ça, on peut des fois faire des séances où on n'est pas autorisé à être en contact. C'est quand même des blessures pour Gridge qui est au niveau de la cheville assez importante. Donc pour l'instant, elle est en phase de reprise. Elle peut faire certaines choses, mais pas tout. Donc voilà, on est en discussion avec le club et on prendra la meilleure décision pour elle déjà. Et puis pour le club et pour l'équipe de France, pour lui permettre de pouvoir être concerné par le projet si elle le peut, et en même temps de prendre aucun risque. Johanna Swan, toujours lors du dernier rassemblement, vous avez dit que Constance et Pauline allaient faire un match chacune. Est-ce que vous confirmez que Constance devrait jouer le premier match et Pauline devrait jouer contre l'Espagne? Donc en fait, si vous avez bonne mémoire, j'avais annoncé que Constance ferait 2 matchs, que Pauline ferait le premier match et Constance le deuxième. Et donc en général, si je dis quelque chose, je le respecte et je le fais. Donc c'est ce qui va se passer. Donc en fait, Pauline va jouer le premier match contre le Nigeria et Constance le deuxième match contre l'Espagne. Ouais, vous en avez un peu parlé, là, le rôle de Sakina Karchaoui sur ce rassemblement, ce sera plutôt offensif. Est-ce que c'est votre idée sur la longueur ou c'est juste une circonstance là, oui, pour le moment? Merci. Oui, on avait déjà eu l'occasion d'en parler et j'avais fait référence aux 3 matchs où elle avait évolué dans un poste de milieu offensif. Effectivement, c'est dans ce rôle-là que je l'imagine performante pour l'équipe de France, pour elle-même aussi, et dans une position où elle peut aussi prendre du plaisir à jouer, à évoluer, parce que je considère qu'elle a toutes les qualités techniques, physiques, tactiques et mentales pour être une joueuse clé dans l'entrejeu et pour faire le lien entre le milieu et l'attaque, et aussi nous apporter cette qualité de percussion balle au pied pour obtenir éventuellement des pénaltys, des coups francs aux abords de la surface, et aussi pour elle l'occasion de marquer des buts. Elle l'a montré avec son club avant sa blessure, puisque elle avait marqué le but victorieux contre Fleury sur une belle passe de Grace Gayoro. Elle avait aussi marqué un joli but sur une pénétration dans la surface de réparation. Donc elle a toutes les qualités pour pouvoir s'exprimer à ce poste-là. Tu parlais de l'état d'esprit remarquable des joueuses au niveau tactique, etc. Est-ce que tu as eu un retour un petit peu, notamment par Thomas Samut, de leur suivi une fois qu'elles sont retournées dans leur club? C'était un suivi au long cours. Est-ce que vous avez pu déjà un petit peu échanger avec elles hors de l'équipe de France, peut-être par Thomas ou par des exercices qui étaient demandés? L'idée du projet qu'on veut mettre en place, c'est d'être en relation avec les joueuses en complément de leurs employeurs qui sont les clubs, faut pas l'oublier, donc sans entraver leur quotidien et ce qu'elles doivent faire pour leur club, mais de leur montrer qu'on est là pour elles, à leur côté. Et donc effectivement le rôle de Thomas, et mon rôle et le rôle aussi des adjoints, c'est de prendre des nouvelles, de savoir où elles en sont dans leur parcours, en dehors des rassemblements, parce qu'évidemment les rassemblements c'est une courte période et donc c'est assez intense, on a beaucoup de choses à aborder, et des fois plus au calme on peut aussi aborder d'autres sujets, et Thomas a fait le suivi comme on l'a fait aussi, comme tous les adjoints l'ont fait, puisqu'après le match de la Suisse elles ont eu l'occasion de s'entretenir pour certaines avec différents adjoints et adjointes du staff pour faire un débriefing du match de la Suisse. Parce que vous savez que quand on finit un stage, souvent il y a une dislocation tout de suite après le match ou le lendemain, et on n'a pas. C'est un peu une frustration pour le staff et le sélectionneur de ne pas pouvoir faire un petit retour sur le dernier match.
Et donc on l'a fait la semaine qui a suivi, et par téléphone ou par Zoom avec les joueuses pour continuer à aborder des points afin de progresser sur le plan tactique, mais aussi sur le plan mental. Alors j'ai fait une réunion ici dans les locaux de la fédération le 14 novembre avec tout mon staff, puis on est allé voir le match France-Israël le soir, et donc au cours de cette réunion, effectivement, Thomas nous a fait un petit compte rendu des différents échanges qu'il avait avec les joueuses, et voilà, c'est le début, ça se passe très bien, pourvu que ça dure et qu'elles comprennent que on n'est pas là pour les fliquer, entre guillemets. On est là justement en soutien, pour les aider, pour leur donner des solutions, pour toujours en complément, je le dis bien, du travail qui est fait en club. Cette semaine, nous sommes consacrés à 2 joueuses. Melvin Mallard, l'attaquante de Manchester United, qui fait son grand retour chez Léa, et Pauline Perromagnan, la gardienne de la Juventus. Bonjour Melvin, bon retour à toi. Ça fait vraiment plaisir de te revoir en équipe de France. Comment tu te sens ? Bonjour, écoute, je me sens super bien, à l'aise d'être là, heureuse, et voilà. Bon, heureuse, on l'a vu hier, on a vu ton sourire. J'avais cette impression, tu sais, les enfants, quand ils vont à l'école pour la première fois et qu'ils sont contents, c'est la rentrée des classes, c'était pareil, il manquait juste ton petit sac à dos Dora ou je ne sais trop quoi, et c'était la même. Écoute, tu rentres au château, bien sûr, tu es émerveillé, tu sais que tu vas retrouver un coach qui t'a fait confiance en t'appelant. Tu vas retrouver aussi tes copines, tes coéquipières que tu connais bien, donc il n'y a que du positif et il n'y a que ce sourire qui s'affichera du coup sur mon visage. Justement, ton parcours est plutôt lyonnais, tu as fait principalement tes classes à Lyon. Oui. Comment s'est passé justement ton transfert, ton prêt puis ton transfert à Manchester ? Est-ce que tu penses que c'est le fait que maintenant que tu joues dans un championnat anglais qui demande beaucoup, qui a facilité ton retour en équipe de France ? Moi, je pense que... je ne sais pas, il faut demander au coach déjà. mais je pense que c'est ma détermination, ma personne qui est que malgré le prêt, le fait d'être définitivement du coup à Manchester, je continue à travailler, je continue à marquer des buts, je continue à montrer qui je suis en termes de Melvin Football. Donc je pense que c'est ça qui me fait revenir ici en équipe de France. Et côté mental, comment tu as géré tes blessures, le fait de ne pas sombrer dans cette période de doute et se dire je vais revenir ? Parce que j'ai une famille qui a confiance en moi, une femme également qui m'aide tous les jours à continuer de surmonter les épreuves, d'aller vers l'avant. Ma mentalité qui m'aide aussi à me faire rappeler qui je suis. J'ai des personnes autour de moi, un préparateur mental donc qui m'aide comme mon entourage à poursuivre mon chemin. Malgré les difficultés. Donc voilà, et la joueuse de football qui cherche tout le temps à être professionnelle et de viser le plus haut niveau. Donc travailler dur et revenir porter le maillot bleu. Vous êtes de plus en plus de joueuses à avoir justement ce coach personnalisé autour de vous, ce coach mental. Selma Bacha disait qu'elle en avait également et en fait il l'aidait à atteindre ses objectifs. Est-ce que c'est important pour toi que ton coach connaissent bien le milieu sportif, que ce soit un ancien sportif, qui comprennent mieux tes challenges par rapport à un coach basique ? Je pense, c'est tout comme un préparateur physique. Si le préparateur physique nous demande à nous de courir alors que lui, il n'est absolument pas capable, c'est dur du coup de lui faire confiance ou de lui dire ok, on y va. Alors qu'un préparateur mental qui connaît le milieu du foot, qui connaît la sensation d'un footeux, tout simplement, et les émotions, ça peut être meilleur dans ce sens-là. Et justement, par rapport au mental,
Quel effet ça t'a fait de baigner dans cette séance de dédicace hier soir avec... Arrête tes conneries, Selma. Arrête tes conneries. En plus, on parlait de toi. Bah oui, Voilà, on parlait de toi. Ouais, on parlait de la préparation mentale à cause de ton space. Moi aussi, et j'ai parlé de Melvin là. Ouais, moi aussi, je parle de toi. On va parler de toi. Allez, ciao. Au revoir. Quel effet ça fait de baigner avec les supporters, justement? Est-ce que ça t'a aidé c'est un plus côté mental de voir tous ces jeunes filles qui crient ton nom, Melvin, je veux un autographe. C'est une source de motivation, c'est une source d'exemple également. Tu te dis tu as une responsabilité pour ces gens-là. Les gens, ils veulent te voir réussir, veulent te voir marquer, par exemple, quand ils chantent ton nom. Donc pourquoi pas continuer, Melvin, vas-y, déjà pour toi. Et ensuite pour ces gens-là, pour ta famille. Donc il faut toujours se dire qu'il y a toujours du positif quelque part. Et Selma Bacha, elle est venue nous interrompre. Quel message as-tu à lui dire à ton ancienne coéquipière de Lyon qui revient également de blessure? De blessure. Je suis très contente qu'elle soit là avec moi, qu'on puisse se retrouver. Qu'est-ce que j'ai à lui dire? Laisse-moi tranquille. Non, mais elle aime bien, c'est seulement c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça qui est un peu comme moi, agité et qui aime avoir le sourire et donner le sourire aux gens. Donc voilà. Pauline, c'est le dernier rassemblement de l'année 2024. Comment tu te sens face à ton prochain match? Parce que lors du dernier rassemblement, malheureusement, on n'a pas pu te voir sur le terrain. Déjà bonjour, ça fait plaisir de te croiser. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce match? Je suis très contente de jouer contre le Nigeria. Je pense que ça va être un match intéressant, comme tous les matchs internationaux d'ailleurs. Mais du coup, ça faisait un moment que j'avais pas joué avec l'équipe de France, donc très contente de remettre le maillot et le bleu de chauffe. Alors le Nigeria, ils ont des objectifs assez importants justement dans leur propre compétition africaine. Par rapport à la CAN? Ouais, par rapport à la CAN, ils vont affronter quand même aussi des équipes qui vont avoir un groupe tel que l'Algérie. C'est des matchs qui sont à haute intensité, qui sont très attendus. Donc pour eux, c'est pas juste un simple match amical. Pour nous non plus d'ailleurs, hein. On va se mentir. L'équipe de France non plus. Mais comment vous vous préparez en fait, sachant que l'année prochaine il y a l'Euro en Suisse et il y a aussi cette National League qui arrive et qui vous êtes un peu passé sous le nez l'année dernière. Un peu passé sous le nez? Par la saison dernière quand vous êtes en finale. Tu parles de la finale contre l'Espagne? Contre l'Espagne. Oh là là, t'as plein de questions dans une même question, c'est incroyable. Alors du coup, on va reprendre par le début. Je pense que le Nigeria, comme t'as dit, a des objectifs importants pour cette année par rapport à la CAN. Oui, effectivement, c'est pas qu'un match amical. Quand on vient en sélection, je pars du principe que chaque match, même si il est dit amical, ne le sont pas. C'est pour nous une solution, des matchs pour préparer, comme tu as dit, la National League et l'Euro qui nous attend l'été prochain. Donc je pense que ça va être un match super intéressant. Je pense haute intensité, comme tu disais, parce que le Nigeria a beaucoup de vitesse, beaucoup de physique aussi. Donc il va falloir qu'on s'adapte et que on mette le pied sur le ballon et qu'on joue notre jeu surtout, avant tout. Et comment tu fais pour avoir cette notoriété, d'avoir toujours ce temps pour tes supporters? On a l'impression que tu les connais tous et que tu as ce lien particulier avec eux. Parce que je m'ai croisé la dernière fois sur le côté, c'est ça en fait. Non, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de têtes qu'on retrouve régulièrement. Après, moi, j'aime bien ce relationnel avec les gens. J'aime bien parler avec les gens. J'aime bien prendre le temps parce que je pars du principe que, et ça c'est une vérité, au final, je pense que sans les gens on ne serait pas là non plus. Et c'est en partie grâce à eux qu'on a cette notoriété et qu'aujourd'hui on peut vivre de notre sport. Et du coup, c'est un certain remerciement par rapport à ça. Et je prends du plaisir à parler aux gens aussi. Je pourrais parler peut-être à une porte, on m'a dit la dernière fois. Un mur aussi. Donc voilà. Donc ça me fait plaisir de les croiser.
Et on voit que toute l'année, c'est assez intense pour toi, ton championnat italien, la Ligue des Champions, parce que la Juventus est de retour dans la Ligue des Champions, plus vraiment ton parcours aussi en équipe de France. Comment tu arrives à gérer cet équilibre de vie privée, vie professionnelle? En fait, on va dire que ma vie, elle va à 100 à l'heure et j'adore ça. Moi, j'avoue que j'ai un peu fatiguée là, parce que du coup, on a joué à Com, on est revenu. Enfin bref, je suis rentrée super tard. Mais en vrai, quand on y pense, on se dit waouh, on a une vie qui va à 100 à l'heure, on n'a pas le temps de réfléchir. Tu te dis, bon, bah, les vacances, c'est temps, ok, c'est à telle date, ok, bon, bah là, il faut carburer jusqu'à là. Et non, je suis à fond, mais en fait, je suis toujours à fond. Tous les matchs, enfin voilà, je suis à fond avec mon équipe, la Juve. Voilà, les trajets, on en profite pour dormir un petit peu, voilà, à gauche, à droite. Mais voilà, les saisons deviennent de plus en plus longues, on a de plus en plus de matchs. Donc voilà, la récupération fait partie du contrat. Et voilà, de dormir, de bien s'alimenter, de bien. Voilà, enfin, tout ce que vous connaissez déjà, hein, on va pas se répéter. Hein. Bien dormir, bien manger. Voilà, exactement, on dirait qu'on fait une pub. Mais oui, ça fait partie du truc, ça fait partie du deal. Voilà. Et comment tu fais aussi pour limiter les blessures? T'es pas. Je touche du bois beaucoup. Tu touches beaucoup de bois. Ouais. Tu touches du bois. En Italie, on fait comme ça, tu vois, et on fait comme ça. Et donc, du coup, ça passe. Voilà, pour l'instant, ouais, je touche du bois, ça passe, en espérant que ça continue. J'essaye de me reposer un maximum quand je suis en. Alors, on n'a pas eu beaucoup de day off ces derniers temps, mais voilà, dès que j'ai un moment, j'essaye de dormir le maximum, enfin dormir ou me reposer, pas trop partir à l'aventure. Voilà. Ça va faire une randonnée Non, peut-être pas. Non, j'aurais pu, hein, franchement, mais non, franchement là, j'essaye de rester vachement focus sur ce que j'ai à faire et comme les entraînements, voilà, on a des bons entraînements à la Juve, donc on essaye de, voilà, moi je reste focus sur ça. Et justement, comment tu compares les infrastructures, on va dire italiennes? On va dans les comparaisons là. À celles que tu connais de la France, dans les clubs français. Je vais pas aller dans la comparaison, mais je vais parler de la Juve. Et en fait, je trouve que la Juve, tu vois, en plus j'en parlais tout à l'heure, je disais que la Juventus mettait énormément de moyens dans les infrastructures qu'on peut avoir, voilà, les terrains où on peut s'entraîner, même le terrain de match, voilà, qui nous ont pris les U23 et nous, qui est un super stade, voilà, qui nous ont mis à disposition. Donc je vais pas faire un comparatif, mais je suis très contente qu'en Italie, voilà, des équipes comme la Juventus puissent prendre en compte et en considération ces filles. En plus, il y a de nouvelles recrues. Il y a Ali qui est très très connue, qui vous a. Alicia, oui, bah ouais. Que j'adore d'ailleurs. Je fais un bisou. Tu as pu voir aussi face à la Suisse. Ça fait comment de jouer contre, entre guillemets, tes adversaires contre tes potes? Ouais. Là, ça fait bizarre, mais après on a l'habitude. Enfin, moi personnellement, j'ai l'habitude parce que contre l'Angleterre, contre l'Espagne, je connais des filles. Tu vois, enfin, il y a pas mal d'équipes aujourd'hui. Je peux dire ça ah bah oui, je la connais. Oui, bah oui. Du coup, j'ai déjà joué avec elle. Oui, du coup, bon bah tu l'apprendras de cette manière-là parce que je la connais. Alou, tu donnes des tips. Oui, bah des fois, oui. Forcément, on a envie de gagner aussi. On a envie de gagner. Et on a envie de ne pas prendre de but. C'est ça le plus important. Quel est ton point fort, selon toi? Alors, tu sais quoi, je vais être honnête avec toi, j'en sais rien. C'est même pas que j'en sais rien, c'est que j'ai pas envie de le dire parce qu'à chaque fois que je dis que j'ai un point fort, à chaque fois ça devient mon truc où on pointe du doigt et elle disait que c'est son point fort. Donc en fait, je vous laisserai voir et comme ça au moins vous me direz à la fin de l'année. Voilà. D'accord. C'est gentil. Moi je pense que je connais ton point fort. Ouais, mais le dis pas haute voix. On le dira plus tard, à la fin. À la fin, quand oui, parce qu'en fait, à chaque fois, peut-être, ouais, voilà, à la fin. On dira, oui, bon, Pauline, elle était cool. Peut-être, je pense que mon point fort, c'est ma positivité, enfin, d'être positive. Ouais, moi, en fait, j'allais dire, c'est ton côté humain. Ouais, mon côté humain, je pense que c'est ça, en fait. Ça, on pourra jamais. J'espère que je vais pas devenir une conne. Désolée, hein. Oh là là. Non, parce qu'à chaque, comme je t'ai dit, à chaque fois, je pointe du doigt un truc. Et à chaque fois... Non, ça risque pas d'arriver.
Je risque pas de changer là-dessus. Bah t'inquiète pas, on sera là pour... Tiens, tape là. Je crois que c'est ça. Bah, je te remercie. Bah, avec plaisir. Privet, c'est Jonas Swan. La conférence de presse J-1 avec Laurent Bonadei et Sandy Toletti vient de se terminer. Alors, pas de changement drastique au niveau de ces joueuses. Elles seront toutes présentes, hormis 2 joueuses, Elisa de Almeida et Gretchen Mbok, qui s'étaient prévues, ont été remises à leur club. Donc on a bien 28 joueuses aptes à pouvoir jouer demain et justement mardi prochain à Angers et à Nice face au Nigeria et face à l'Espagne. L'occasion de faire un point justement avec Sandy Toletti sur ces 2 équipes qu'elle connaît très bien parce qu'elle évolue dans le championnat espagnol. Elle a l'habitude de les rencontrer. Elle est également ravie de retourner à Angers. Angers, si vous vous souvenez, c'était justement au temps de Corinne Diacre, le tournoi de France, où la France justement avait remporté ce championnat. Donc il y a de bons souvenirs justement dans ce stade d'Angers. L'occasion aussi d'évoquer le cas des joueuses comme Grace Gueyoro avec le groupe. Il nous a précisé l'état d'esprit de Grace qui était très positif, que c'était une joueuse qui était très professionnelle, qu'elle était heureuse dans le groupe, qu'elle n'hésitait pas justement à assister à des séances complémentaires facultatives qui montrent bien sûr son professionnalisme. Donc, pour nous, on est sur une autre dimension en équipe de France quand il s'agit du club. Il laisse les affaires au club. On a parlé également du temps de jeu. Est-ce que ça va affecter justement la sélection ou non de Grace? Il a précisé que non, ce qui se passait en club restait en club et que Grace était une joueuse de calibre international. Le sélectionneur a confirmé que ce sera bien Pauline Perromagnan qui affrontera le Nigeria, Constance Picaud qui sera dans les cages face à l'Espagne, à Nice. Il a précisé que c'était un homme de parole et donc du ce fait, il n'allait pas changer ses plans qu'il avait prévus quelques mois plus tôt. Le coach a aussi évoqué la présence de Lionel Letizy en DN. Il est très content justement de cette semaine. Il a l'air de s'être bien intégré et tout se passe bien de ce côté. Il est plus focalisé sur les gardiennes pour l'instant. Il le laisse justement prendre ses marques avec elle. Bonjour à tous les deux. Laurent, comment s'est passée la semaine de travail, un nouveau stage qui a débuté, quels ont été les axes prioritaires cette semaine? Oui, c'était une semaine très intéressante dans la mesure où on a pu faire 5 jours à Clairefontaine. Et comme on est toujours bien reçu et dans de très bonnes conditions d'entraînement, c'était agréable de pouvoir mettre en place tout ce qu'on voulait mettre en place. Ça a été une semaine essentiellement basée sur l'approche tactique. Il y avait pas mal de joueuses qui n'étaient pas là au premier stage, qu'il fallait introduire et voilà, répéter certaines choses qu'on avait travaillées au premier stage pour que tout le monde soit en accord sur les principes de jeu et sur ce qu'on attend d'elle. Question d'Alice Lefebvre pour l'AFP. Oui, bonjour. J'ai pas entendu du coup la question d'Anthony, mais je voulais juste savoir si vous pouviez faire un point médical, Laurent, s'il vous plaît, merci. Point médical, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que concernant Gridge et Elisa, elles ont fait les entraînements de lundi, mardi et mercredi, adaptés, en accord avec le Paris Saint-Germain. J'avais eu un entretien avec Angelo Castellazzi et les docteurs aussi s'étaient entretenus pour savoir ce qu'on pouvait faire et ne pas faire. Donc elles ont fait quand même une grosse partie des séances, et bien sûr sans contact, et j'étais content de les voir, et je pense qu'elles étaient aussi contentes d'être là et de participer aussi à la vie commune, parce que la vie de groupe, ça ne se résume pas seulement au terrain. Et donc elles sont reparties mercredi soir après notre dîner table mélangée, et elles ont pu réintégrer leur club sans aucune douleur, dans un processus de réathlétisation conforme à ce qui était prévu. Et puis concernant toutes les autres joueuses, il n'y a rien à signaler, si ce n'est que tout le monde s'entraîne avec de la bonne humeur et sans douleur. Johanna Swan pour
Instant foot, ma question c'est pour Sandy. Sandy, ça fait un moment qu'on ne t'avait pas vu avec les Bleus. Comment tu te sens et quel est ton état d'esprit vis-à-vis de la future rencontre demain face à Angers face au Nigeria, pardon. Je me sens bien. J'étais très contente de revenir avec l'équipe. J'avais pas pu être là au précédent stage, donc c'est vrai que j'étais contente de retrouver tout le monde. Il y avait des nouveaux aussi dans le staff. Donc ça a fait du bien au groupe de changer, de voir du nouveau. Et ça a été une belle semaine, on a pu vraiment travailler 5 jours. Comme a dit Laurent, on a pu travailler tactiquement et bien se préparer pour ce match du Nigeria. Juste pour rebondir, Laurent, sur les joueuses qui sont venues cette semaine, qui n'étaient pas forcément entre guillemets à 100%, c'est important justement d'embarquer, on va dire, tout le monde dans le projet, même si c'était pour que quelques jours, pour qu'elles puissent prendre le pouls de l'ambiance et des axes que vous voulez mettre en place au niveau du groupe. Oui, en fait, sur la stratégie que je voulais mettre en place sur les 2 stages, c'était de voir un maximum de joueuses. Donc, sur le premier stage, il y avait beaucoup de blessés, ce qui avait fait en sorte que le groupe était plus restreint. Et donc, j'ai élargi un peu plus celui-là pour permettre à toutes de vivre l'expérience de ce stage et de s'enrichir les unes les autres, déjà au niveau de leur relationnel, de la cohésion d'équipe, au niveau des principes de jeu qu'il y a à mettre en place, et puis de préparer 2 matchs très intéressants. Question suivante pour Alice de l'AFP. Oui, j'ai une question sur Grace Gayero. Je voulais savoir comment vous la trouvez psychologiquement. On sait qu'elle traverse une situation compliquée en club. Et je voulais savoir aussi votre avis sur cette situation qu'elle traverse. Merci. On sait que la carrière professionnelle d'une joueuse ou d'un joueur comporte certains aléas qui sont parfois les blessures, parfois des contrats, des fins de contrat, des départs. Des fois on a des relations qui sont plus ou moins tendues avec sa hiérarchie. Ça peut concerner la présidence, ça peut concerner le staff. Là actuellement, Grace vit une période qui est plutôt difficile pour elle, mais elle sait faire la part des choses. Moi, je l'ai vue arriver avec le sourire. Elle est dans le groupe, elle est bien, et après, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle est grande. Je crois que c'est une professionnelle. Et sur ce que j'ai pu voir dans son comportement, dans son club, elle s'est toujours comportée de manière professionnelle. Donc, nous, avec l'équipe de France, je la trouve heureuse, épanouie. Ça veut dire qu'elle s'est switchée de l'un à l'autre, et ça, c'est une qualité. Question suivante pour Siani de l'équipe. Bonjour Siani. Bonjour Laurent, bonjour Sandy. Petite question pour Laurent. Vous allez avoir 2 matchs, vous avez un groupe élargi. Comment vous comptez répartir les temps de jeu? Est-ce qu'on va avoir 2 équipes totalement différentes? Est-ce qu'il y a des joueuses qui vont enchaîner? Quelle va être votre politique sur ces 2 matchs? En fait, oui, c'est vrai qu'on a 2 matchs rapprochés avec un temps de récupération plus réduit, puisqu'habituellement on joue le vendredi et au mardi. Donc effectivement, il va y avoir 2 équipes différentes, avec la possibilité pour une grande partie d'entre elles de pouvoir participer. Peut-être pas toutes, parce que j'ai un groupe quand même de 28 joueuses actuellement, donc avec seulement 6 changements, ce qui est déjà beaucoup dans un match amical, je vais devoir procéder à quelques rotations. Et puis c'est aussi les matchs qui vont conditionner, parce qu'on a quand même 2 matchs très intéressants, avec une évolution du score, une évolution du contexte du match, aussi de l'intensité. Voilà, par exemple, si je prends le cas de Selma Bacha, qui est en reprise avec son club, il ne faut pas brûler les étapes. Elle est certes en avance sur la reprise, mais en accord avec son club. On s'est dit qu'elle pouvait avoir un petit peu de temps de jeu, mais ça sera à moi de jauger aussi le meilleur moment pour elle, de pouvoir participer pour la remettre sur de bons rails et lui permettre de revenir à son meilleur niveau. Donc voilà, elles sont toutes focus, elles savent déjà pour la plupart à peu près ce qu'elles vont avoir à faire, et on va se préparer au mieux pour les 2 matchs.
La question suivante pour Anthony, RMC ici. Laurent, pour rebondir sur Grasse, mais sur le temps de jeu en fait en club, est-ce qu'à un moment ou à un autre, parce que là sur la dernière journée de championnat elle était hors du groupe, est-ce que ce soit elle ou pour une autre joueuse, est-ce que le manque de temps de jeu d'une joueuse importante du groupe France peut poser problème à terme pour pouvoir la convoquer? Non, honnêtement, ce qui se passe en club, c'est ce qui se passe en club. Grasse, c'est une joueuse de niveau international. Elle a eu un petit peu moins de temps de jeu ces derniers temps, mais elle avait beaucoup joué jusqu'à présent. Elle a beaucoup enchaîné depuis les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est une grande professionnelle. La preuve, c'est qu'en fin de séance, lundi, il y avait un travail complémentaire qui était prévu pour Elisa Egridge avec Thomas Pavillon, le préparateur athlétique. Et d'elle-même, elle est venue se joindre au groupe pour faire un travail complémentaire. Donc ça montre son état d'esprit et sa volonté à être prête physiquement pour ce match. Question suivante pour Sébastien, du Ray de foot au féminin. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Je rebondis par rapport à la question de Siani. Vous avez un groupe large. Les prochains rassemblements, vous devrez réduire votre groupe. Par rapport à votre démarche, où vous êtes beaucoup dans l'échange avec les clubs et les joueuses, comment vous allez procéder par rapport aux joueuses que vous ne retiendrez pas pour les prochains rassemblements? Est-ce que vous allez être très ouvert dans l'échange? On voit que des fois la communication est compliquée. On a par le passé il y a eu des difficultés dans ce domaine-là. Est-ce que vous, justement, votre approche est d'être vraiment dans le dialogue avec les joueuses pour justement argumenter que les joueuses, elles ont peut-être besoin des fois de retrouver confiance et d'être convoquées par la suite? Effectivement, à la sortie de ces deux stages, j'aurai une vue d'ensemble des forces en présence qui sera complétée avec les performances en club tout au long des mois qui vont arriver. Et voilà, les règles que j'ai établies avec les joueuses, d'une manière générale, c'est qu'elles découvrent la liste en direct. Ensuite, il y a le stage. Et après le stage, si elles le veulent et si elles le souhaitent, je suis à leur disposition pour expliquer mes choix. On n'est pas toujours obligé de justifier, mais au moins d'argumenter et de leur expliquer pourquoi, sur ce stage-là, elle n'a pas fait partie du groupe éventuellement. Et c'est la même chose quand on prépare un match. Voilà, je vais donner l'équipe qui va démarrer demain. Et les joueuses qui sont remplaçantes, elles savent très bien que c'est pas entre la composition d'équipe, l'annonce et le match qu'elles doivent venir me voir. Mais peut-être après le match, on peut toujours échanger, discuter du comment, du pourquoi, en sachant que de mon côté, j'essaye d'être le plus transparent possible, le plus honnête et sincère possible dans mes choix. Des fois, on peut aussi commettre des erreurs. Et le tout, c'est de savoir peut-être les reconnaître, si tant est que pour soi-même, c'est considéré comme une erreur. Mais dans tous les cas, de laisser quelqu'un sans explication, c'est toujours un peu difficile, je trouve. Voilà, au moins d'être disponible. C'est pour ça aussi que j'avais fait, depuis le début de saison, tous ces déplacements pour aller à leur rencontre et leur expliquer ma façon de procéder, ma façon de voir les choses, pour à la fois les rassurer et leur montrer que pour autant que je suis le coach, pour autant que je suis sélectionneur, je suis celui qui va décider, qui va faire des choix. Et quand on va avancer, de plus en plus seront difficiles mes choix. Je sais aussi être à leur niveau et essayer de leur faire comprendre, même si parfois elles peuvent le comprendre et ne pas l'accepter. Question suivante pour Vincent Orsini, FFF.fr. Bonjour à tous les deux, j'espère que ça va bien déjà. Je voulais revenir avec vous sur le premier adversaire de ce stage, le Nigeria. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, les forces, les faiblesses, et ce que vous attendez plus globalement de ce match-là, individuellement et collectivement pour l'équipe? Le Nigeria, c'est une équipe qui était à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques. C'est une équipe solide, avec des joueuses aussi qui jouent dans le championnat français, à l'étranger, des joueuses qui ont des qualités de puissance, de vitesse, et quand elles sont bien organisées, un bloc équipe difficile à manœuvrer. L'Espagne n'avait gagné que 1-0 contre elle. Donc c'est toujours ce genre d'équipe, il faut toujours être entre la partie où on veut attaquer et puis leur poser des problèmes, et quand même toujours avoir un degré de vigilance, parce que sur les phases de transition et de contre-attaque, elles ont des arguments et elles peuvent faire mal en contre-attaque. Donc voilà, entre prendre le risque de se découvrir mais pas trop, et puis savoir attaquer intelligemment et profiter aussi de temps en temps de leur déséquilibre quand elles-mêmes sont en phase d'attaque. Donc je pense que sur ce match-là, les périodes de transition seront assez importantes.
Question suivante pour Gilda Crozon, Courrier de l'Ouest. Bonjour Gilda. Oui, bonjour à tous. Une question qui s'adresse à vous deux par rapport à Eugénie Le Sommer et Wendy Renard. Alors, sauf à me tromper, Eugénie, je pense qu'elle peut égaler le record de sélection sur les 2 matchs qui viennent. Elle est à 2 matchs du record. Simplement savoir quelle valeur elle a, quelle valeur ces 2 joueuses ont par rapport à vous en termes d'exemple, de longévité. Voilà, elles sont dans ce groupe-là, évidemment qu'elles ont sans doute un rôle un peu particulier avec leur grande expérience. Merci. Comme la question est pour nous deux et que j'ai beaucoup parlé, je vais laisser la parole à Sandy. Pour nous, en tout cas, je parle de l'équipe, pour nous c'est quand même des emblèmes, que ce soit Eugénie et Wendy, elles ont tellement de matchs, beaucoup d'expérience. Et à l'entraînement, en match, elles ne s'arrêtent jamais. Elles ont tout le temps cette envie de gagner, que ce soit les petits jeux. À l'entraînement, elles ont toujours soif. Donc ça nous pousse aussi à nous d'avoir cette exigence à chaque fois, de tout donner pour gagner. Et c'est beau en tout cas de les avoir dans l'équipe. Question suivante pour Anna Caro. Bonjour Anna, SoFoot. Oui, bonjour. Question du coup pour Sandy aussi, parce que les 2 prochains adversaires de la France, c'est le Nigeria et l'Espagne, et qu'en championnat espagnol, il y a beaucoup de joueuses nigériennes qui sont passées, et c'est aussi le cas du coup évidemment pour l'Espagne. Est-ce que c'est des matchs particuliers pour toi, parce que c'est des joueuses que tu affrontes aussi du coup au quotidien en championnat? Et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur cette équipe du Nigeria et peut-être du coup sur l'Espagne aussi? Merci. Ouais, je pense que le match contre l'Espagne, ça va être particulier. Mais après ce match du Nigeria, oui, il y a quelques-unes qui ont joué ou jouent dans le championnat espagnol. Mais après, je pense que déjà, cette équipe nigérienne, on s'attend à un combat. Ça va être, on sait que c'est des joueuses très physiques, très rapides. La plupart, elles jouent dans des grosses équipes européennes ou américaines. Donc on s'attend à un match dur, mais en tout cas je pense que cette semaine on a fait aussi le focus sur nous-mêmes. Je pense qu'on a bien travaillé un nouveau système, un nouveau plan de jeu, donc je pense que ça va être intéressant de l'appliquer sur ce match. On va pas tout faire parfaitement, mais en tout cas on a hâte de jouer ce match, de reprendre du plaisir tout ensemble, ça va être important. Et après, focus sur le prochain match qui va être un très beau match contre l'Espagne. Une question ici pour Johanna. Ma question, elle est pour le coach. Il y a eu du changement côté des entraîneurs des gardiens. Comment ça s'est passé cette semaine avec Lionel, avec les gardiennes selon vous? Je pense que ça s'est très bien passé. Lionel, c'est une personne qui a beaucoup d'humilité. Il a été dans l'observation et puis dans l'action assez rapidement, puisqu'il a fallu qu'il prenne ses marques avec les gardiennes. Il a pu organiser des séances en marge du groupe. Il était un peu plus tôt sur le terrain avec ses gardiennes. Il a fait ses entretiens individuels. Il a travaillé aussi sur l'approche des coups de pied arrêtés défensifs. Donc il s'est beaucoup investi et vraiment je suis content et je pense qu'il est heureux d'être là. Le micro est donné à Siani de l'équipe. Oui, question pour Sandy. Pour continuer un petit peu sur l'Espagne, j'aimerais savoir comment est perçue Aitana Bonmati de l'autre côté des Pyrénées. Elle a remporté un 2e ballon d'or. On a l'impression qu'elle a une grosse popularité. C'est un peu une icône, un exemple. Est-ce que c'est aussi ce que tu perçois d'elle? Ouais, Aitana, c'est un exemple en Espagne. Chaque match qu'on a joué contre elle, elle a fait de gros matchs. À chaque grande compétition avec l'Espagne, elle a démontré toutes ses qualités. Donc c'est vrai que c'est une grande joueuse et en tout cas, vu de l'Espagne, mais aussi d'autres pays, c'est un exemple. Et en dehors du terrain, elle n'hésite pas à prendre la parole sur les causes d'égalité femmes-hommes. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être à son crédit. Ouais, que ce soit Alexia ou même d'autres joueuses aussi en Espagne. Elles portent une voix quand même en Espagne. Elles osent parler pour des causes que ce soit externes au football, donc c'est important. Question suivante pour Clément Gauvin. Bonjour Clément.
Oui, bonjour. Une question pour Sandy pour prolonger sur l'Espagne et sur le foot espagnol. Sandy, qu'est-ce que, avec le recul, avec un peu de recul, tu penses que le football en Espagne t'a apporté? On considère souvent que c'est une sélection qui joue très bien au foot. Et justement, qu'est-ce que ce match face à l'Espagne peut aussi apporter à l'équipe de France? On avait vu quand même l'écart au match de Ligue des Nations. Donc voilà, merci. Pour répondre à la dernière question, déjà ça date un peu. Là, on a repris avec un nouveau staff, un nouveau système, un nouveau plan de jeu. Donc ça sera un match différent contre une belle équipe d'Espagne. Mais on veut aussi jouer ces gros matchs-là pour bien préparer l'Euro, la Ligue des Nations aussi. Mais en tout cas, on est prête à jouer ces matchs-là et avec beaucoup d'envie aussi. Alice, de l'AFP, pour enchaîner. Oui, une question pour Laurent, pour les gardiennes. Donc vous aviez indiqué que ce serait Pauline qui ferait le premier match, donc est-ce que c'est bien le cas? Et pour Lionel, vous venez de dire qu'il a travaillé les coups de pied défensifs, mais est-ce que comme Gilles, il va aussi s'intéresser aux coups de pied, aux coups de pied arrêtés offensifs, pardon? Et troisième petite question, vous avez tenté 2 systèmes lors du dernier stage. Voilà, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour le prochain match? Merci. Donc, comme j'avais dit lors de l'annonce de la liste, en général, quand je dis quelque chose, je le fais. Donc effectivement, je confirme bien que c'est Pauline qui va démarrer le match contre le Nigeria. Concernant les coups de pied arrêtés, Gilles avait la charge des coups de pied arrêtés dans la globalité. Et il m'a semblé intéressant de modifier un petit peu l'organisation parce que Lionel étant nouveau dans le staff, je voulais qu'il soit vraiment focus sur ses gardiennes. Et donc il a pris en charge uniquement la partie, on va dire, défensive des coups de pied arrêtés, puisque c'est quand même très en relation avec la gardienne. Et puis pour ce qui est des coups de pied arrêtés offensifs, c'est Stéphane Saillant qui prend ça en charge. L'autre question qui était en rapport avec... Alice, tu peux la repréciser? Avec les systèmes. Oui, les systèmes. Disons que à l'approche de ces 2 matchs-là, j'ai peut-être pas trop envie de donner trop d'informations à nos adversaires. Je vais vous laisser découvrir le système contre le Nigeria et puis aussi contre l'Espagne. Je pense que il y a des moments où on peut donner certaines informations. Voilà, on travaille beaucoup tactiquement. Donc si on travaille beaucoup aussi, c'est pour peut-être essayer d'éviter de donner trop d'informations à l'adversaire. Mais j'espère que les filles sur le terrain seront en adéquation avec ce qu'elles ont montré cette semaine à l'entraînement parce qu'elles ont fait preuve de beaucoup de concentration, beaucoup d'application et aussi d'engagement et d'investissement. Gilda Creuson, Courrier de l'Ouest. Oui, un petit mot sur Angers, vous venez demain. Alors je pense que Laurent, vous n'étiez pas là la dernière fois, vous connaissez peut-être Angers par d'autres biais que l'équipe de France féminine. Par contre, Sandy, ça s'était bien passé la dernière fois lors de ta venue. Voilà, savoir ce que ça vous fait de venir ici et puis plus généralement en province, c'est vrai que venir à la rencontre du public, c'est sans doute assez sympa aussi de varier les lieux. Merci. À titre personnel, je suis content de venir à Angers. Je sais que c'est une belle pelouse, un stade où il y a de l'ambiance. Et puis surtout pour revoir mon ami Laurent Boissier, avec qui j'ai joué au Sporting Club de Toulon, qui travaille dans ce club là depuis quelques années. Donc ça me fera plaisir de le rencontrer. Et pour moi aussi, ça va me faire plaisir de revenir dans ce stade. La dernière fois, c'était très bien passé, donc j'espère que ça va se réitérer, mais en tout cas j'espère qu'il y aura des supporters demain, que tout le monde va venir pour redonner du plaisir à ses supporters et j'espère que ça va être un beau match. On arrive aux dernières questions, ici Anthony. Oui, Laurent, merci. Sans manquer de respect à qui que ce soit sur les nations rencontrées jusque-là, puis demain, mais est-ce que l'Espagne, c'est pas une sorte de galop d'essai pour voir la progression de votre schéma, de votre projet de jeu? Ça sera la quatrième rencontre, et puis face à une nation majeure du football féminin actuel. Oui, bien sûr, c'était comme ça que j'avais anticipé les choses, c'est-à-dire une évolution progressive des oppositions, une alternance aussi entre les styles de jeu.
Et effectivement, j'avais souhaité que l'Espagne soit le dernier des 4 matchs amicaux pour voir un peu où on se situait par rapport aux oppositions et aussi par rapport au fait de travailler différentes choses au niveau tactique et de savoir si on avait assimilé certains concepts de jeu en préparation de la Ligue des Nations. La liste complète des candidats à la présidence de la FFF a été dévoilée. Laura Georges, secrétaire générale depuis mars 2017 à la Fédération française de football, n'apparaît sur aucune des listes de Philippe Diallo ou de Pierre Samsonov. Elle a récemment partagé un post sur ses réseaux sociaux pour parler de son départ. Après plus de 7 ans à la FFF, elle est donc à la recherche de nouvelles aventures. Voici la liste des candidats titulaires de Philippe Diallo avec Jean-Michel Aulas. Nous sommes ainsi donc dans une continuité, avec pour changement Joël Monlouis comme secrétaire général et Valérie Laine comme trésorière. La liste présentée par Philippe Diallo, numéro 1, président Philippe Diallo, numéro 2, vice-président délégué Jean-Michel Aulas, numéro 3, le secrétaire général Joël Monlouis, numéro 4, trésorière générale Véronique Laine, numéro 5, Pierrette Barrault, numéro 6, Pierre Bernard Hervé, numéro 7, Cédric Pétrimio, numéro 8, Pauline Blondeau, numéro 9, Élodie Croc, numéro 10, Claude Delforge, numéro 11, Pascal Evin, numéro 12, Alexandre Cougnard, numéro 13, Nicole Isaac, numéro 14, Marc Keller, numéro 15, Baptiste Malherbe, numéro 16, Pascal Parent, numéro 17, Aline Riera, numéro 18, Hélène Scrub, candidate réserviste femme en numéro 1, nous avons Charlotte Lorgère, numéro 2, Virginie Molot, numéro 3, Clémentine Charot, numéro 4, Ludivine Quedinet. Les candidats réservistes hommes, numéro 1, Pascal Bovy, numéro 2, Antoine Emmanueli, numéro 3, Didier Essor, numéro 4, Philippe Le Yondre. Pour Pierre Samsonov, il a choisi Jérôme Boscari comme vice-président, Elisabeth Boujard-Tournon comme secrétaire générale et Florence Schwartz comme trésorière. Donc voici la liste complète par Pierre Samsonov, numéro 1, président Pierre Samsonov, numéro 2, vice-président délégué Jérôme Boscari, numéro 3, secrétaire générale Elisabeth Boujard-Tournon, numéro 4, trésorière générale Florence Schwartz, numéro 5, Christophe Caillet, numéro 6, Christine Aubert, numéro 7, Nacera Laribi, numéro 8, Lucie Blancal, numéro 9, Daniel Fontenot, numéro 10, Jacques Piriou, numéro 11, Jean-Marc Santin, numéro 12, Lucie Bou, numéro 13, Joanie Amblot, numéro 14, Romain Danse, numéro 15, Benjamin André, numéro 16, Samuel Brigantino, numéro 17, Aurélie Correra, numéro 18, Valérie Gauvin. Les candidates réservistes femmes, numéro 1, Micheline Golawski, numéro 2, Isabelle Gibassier, numéro 3, Sabrina Charpentier, numéro 4, Bérangère Sopowitz. Les candidats réservistes hommes, numéro 1, Jacques Blanchet, numéro 2, Ahmad Chouki, numéro 3, Mickaël Morin, numéro 4, Patrick Belabès. Nous remarquons donc la présence de Valérie Gauvin dans cette liste. La joueuse internationale de football pourrait faire son entrée au comité exécutif de la FFF. Ces deux listes ont pour point en commun Vincent Labrune comme président de la LFP. Pour rappel, le COMEX est composé de 28 membres avec une parité totale, donc 14 hommes et 14 femmes. Mais quel est le programme des deux listes? Pour Philippe Diallo, le début de son programme est focus sur un bilan de ce qu'il a pu effectuer durant son mandat et se félicite de ses chiffres. Pierre Samsonov est plus sur un renouveau de fonctionnement à la Fédération française de football. Ils ont pu annoncer leur programme sous forme de vidéo. Vous pouvez retrouver le lien de leur vidéo en description de cette vidéo. Si on décrypte les deux discours, il y a des légères hésitations de la part des deux candidats. Il manque un certain charisme, la potion n'est pas assez fédératrice alors qu'ils doivent captiver leur audience pendant environ 10 minutes. Les points clés du programme de Philippe Diallo sont bien le bilan, le titre de son programme c'est l'excellence, la solidarité et l'innovation au service des clubs, tandis que celui de Pierre Samsonov c'est le football comme lien, la fédération comme force. Il a donc d'ailleurs ouvert un compte Instagram pour promouvoir sa candidature et il tourne autour de la diversité. Il faut savoir que ces deux candidatures ont un très gros point en commun,
c'est la mise en avant des clubs amateurs, puisque pour la première fois, ils vont pouvoir participer à cette élection et élire justement le président de la FFF. Donc ça ne surprend pas d'avoir justement même des candidats dans la liste de Philippe Diallo, par exemple, qui viennent du football amateur, et d'avoir justement un programme ciblé, sensé, qui est assez focus sur le développement de ce football et de donner encore plus de moyens. Voilà, le programme de Philippe Diallo est assez clair. On a la photo d'un enfant qui joue, mise en avant pour justement parler du football qu'on aime. Ce que je vous disais un petit peu plus tôt, il est vraiment focus justement sur son programme, avec bien sûr la mise en avant des records des licenciés. Donc il va forcément mettre tout ce qu'il a réussi durant son mandat en avant afin de faciliter sa nouvelle élection. Il va parler bien sûr record de reversement du football amateur en 2023-2024. Il va mettre les chiffres, 106 millions d'euros. Il va dire que l'équipe de France A masculine est deuxième au classement de FIFA, qu'il y a une finale pour la Ligue des Nations féminine, mais bon, cette finale, elle est un petit peu particulière. Après, c'est assez facile d'être en finale de la Ligue des Nations féminines. Quand vous passez les poules, vous arrêtez directement en demi. Il n'y a pas passé les huitièmes et les quarts. Et vous avez 2 demi-finales et vous avez une 3e place et une finale. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Voilà, donc il parle des JO, justement, avec cette première ministre, avec Thierry Henry. Donc c'est vraiment tout mis en avant. Il parle justement de l'objectif des 25 000 arbitres qui a été atteint. Il parle également justement du futsal qui a fait un beau parcours. Il aurait pu mettre la création de la ligue, il aurait pu parler de la création du futsal féminin, mais là il n'en parle pas. Il parle de la création de la ligue féminine de football professionnel. Même moment, il y a un petit peu pas mal de choses qui se cassent la figure dans le football féminin. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre plus de temps pour lire justement ce programme, parce que les élections arrivent très très prochainement. Donc voilà, il parle justement de 2/3 des membres titulaires de la liste sont des représentants du football amateur. Comme je vous disais, on continue à mettre justement le football amateur en avant, puisqu'on veut obtenir justement des votes de leur part. Donc ils vont continuer en fait à dire qu'il y avait 60% qui a été renouvelé par rapport au COMEX, qu'il y a un certain renouveau. Ça, c'est ce qui a été... c'est ce qui a été mis en avant justement pour dire voilà, nous sommes là, mais nous avons quand même un peu de changement. Il n'a pas hésité justement à prendre en photo justement tous les membres de son équipe auront pu les voir. On voit qu'il y a un budget qui a été mis, parce que c'est des photos qui sont prises sous le même angle, au même endroit, avec cette même sobriété vestimentaire. C'est donc un travail très recherché. Donc on a aussi leur titre, on voit qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie. Par exemple, Joëlle Monluy est avocate en droit du sport, dirigeante du CO Vincennes. Voilà, il y a quand même aussi pas mal de doubles titres, hein. Ils n'ont pas qu'une seule activité. Donc ça donne plus envie de voter quand vous voyez un petit peu la tête des personnes et que vous pouvez identifier justement un visage sur un nom. Donc c'était une belle initiative de sa part. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le programme. Le club, la fédération sera au service des clubs pour mieux les accompagner au quotidien dans le respect de leur diversité. C'est-à-dire qu'on va accompagner, mais on ne va pas essayer de tout chambouler. Donc, il parle des aides à la formation des encadrants, le développement de la pratique féminine du football. Donc là, vraiment, dès le début, hop, on n'oublie pas les féminines, on va mettre quelque chose. Il parle aussi des territoires, qui s'appuient des projets de développement. Les acteurs du football français, les clubs districts et ligues seront dotés de moyens nouveaux et d'outils simplifiés, notamment sur le plan informatique, mais aussi en matière d'aide aux ressources humaines. Donc voilà, on est sur de la simplicity, de la simplification. Donc l'économie de la Fédération française mise au service des territoires. Les aides du football amateur seront portées à 150 millions d'euros annuels. Les partenariats nationaux seront
décliner concrètement dans les territoires et les clubs. Le rayonnement mondial de la marque FFF doit bénéficier du football français dans sa diversité. Il faut savoir que l'économie, c'est vraiment le point fort de Philippe Diallo, étant justement ancien directeur financier de la FFF. C'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement et qui sait que c'est très important. Donc il y a l'engagement qui parle de la gouvernance. Après, voilà, il est au service du club. C'est ce qu'ils disent pour les accompagner, parce que voilà, c'est une aide de 50% en plus, qui passe de 100 à 150 millions. Donc il reparle des chiffres, il insiste beaucoup là-dessus. Il reparle justement d'aider au développement du football féminin, avoir un objectif de 500 000 licenciés en fin de mandature. Mais le nombre de licenciés aussi, il faut ne pas bien sûr oublier la qualité. Création d'un département de la DTN au football féminin, accompagnement du développement de la ligue professionnelle féminine, appui au club pour la formation et l'aménagement des équipements, la fédération, première fédération de sport collective en nombre de pratiquantes doit être ambitieuse. Donc là, il dit, bon ouais, je suis là aussi pour les féminines. Avec Jean-Michel Aulas, c'est quand même beaucoup plus facile. Ancien ancien président de l'OL, masculin et féminin, c'est des sujets qu'il maîtrise parfaitement. Il y a aussi quelque chose que j'avais remarqué, c'est qu'il voulait transformer le National 1 en Ligue 3 professionnelle au sein de la fédération. Donc ça, c'est vraiment un gros dossier. En fait, il veut aussi organiser en 2025 une grande conférence du football français qui va réunir les clubs, les districts et les ligues afin d'échanger sur les modalités de ce nouvel élan permis par la solidarité des partenaires. Voilà, donc ça, c'est vraiment le projet Diallo qui continue. Voilà, on parle encore des territoires, de l'économie. Voilà, on veut remettre à plat les systèmes d'information et l'informatique. Voilà, il faut revaliser, indexer les aides, dynamiser la politique et la formation de l'emploi en lien avec l'IEFF. Donc voilà, c'est pas mal de projets bien détaillés avec des chiffres. Et là encore, il reparle d'augmenter 50% pour les amateurs et qu'on passe encore de 100 à 150 millions par an. Si vous ne l'avez pas compris, il vous le redit, il vous le répète, vous finirez par le comprendre. Ensuite, il y a la gouvernance qui parle, qui veut accélérer et amplifier la réforme de la gouvernance au service du football amateur. Donc le football amateur, il est toujours là. Est-ce qu'il va parler des sommes? Ah non, pas sur cette page. On ne dit peut-être pas, on va pas en parler, je pense qu'ils ont déjà assez compris. Ça parle de lutter contre le racisme, les incivilités. Donc ça semble aussi un petit peu sur l'actualité que on a forcément besoin, qui parle aussi de développer les liens avec les fédérations handisport et sport, adapter et former des éducateurs pour faciliter l'accès à la pratique des personnes en situation de handicap. On veut donc inclure tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et pour finir, voilà le petit discours de la fin. Le football que l'on aime, c'est celui des millions de pratiquantes et pratiquants dans l'ensemble des territoires, qu'ils soient ruraux, périurbains ou urbains. C'est le football de l'engagement et des bénévoles, des matchs qui réunissent et unissent dans l'émotion partagée, des clubs amateurs et des clubs professionnels de toutes les formes de pratique, de la fierté des sélections et équipes nationales. C'est le football incarné par l'unité fédérale et qui dépasse les facteurs de division. C'est cette conviction qui anime la liste autour de Philippe Diallo. Voilà, ça c'est pour la liste de Philippe Diallo. Ensuite, nous avons la liste de notre ami Pierre qui est là. Donc c'est assez important de voir la différence des deux. Alors lui, il met aussi quand même en avant le football féminin. Il ne l'oublie pas, voilà. Il parle d'engagement, le football comme lien, la fédération comme force. Donc déjà, s'engager pour une gouvernance démocratique moderne et à l'écoute. Il veut vraiment tout changer, tout simplifier. Voilà, donner plus de liberté au territoire. Point numéro 2, s'engager pour un accompagnement des clubs et des instances locales ciblées et proches du terrain. En fait, ce qu'il parle, c'est que il faut des cellules dédiées justement au football ultramarin au sein de la LFA, la Ligue de football amateur. On parle encore des amateurs, bien sûr, on ne les oublie pas.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que selon lui, en fait, on ne peut pas juste diviser les aides et les attribuer comme ça, et que ça va être un petit peu plus spécifique en fonction des besoins de chacun, qu'il faut faire un petit peu de cas par cas, et donc du coup, laisser plus d'autonomie au district. Ensuite, on est sur... Oula, c'est bon, c'est là. S'engager pour un football citoyen, inclusif et responsable. Donc là, on voit encore une fille mise en avant. Ils parlent aussi de la lutte contre les incivilités. Donc, de toute façon, c'est un programme pour tous, ouvert à tous, créé par tous, pour tous. Voilà, c'est la démocratie dans son état pur. S'engager pour simplifier la vie des clubs et des bénévoles. Donc là, on retourne sur la simplicité, le fait qu'il veut simplifier le programme actuel mis en place par la Fédération française. Le 5e point, s'engager au sein d'un club football professionnel comme partenaire et garant d'une confiance consolidée au service des clubs. Donc voilà, c'est contribuer au succès des contrats télévisuels en s'appuyant sur la base de données des licenciés pour construire avec LFP et des diffuseurs des offres spécifiques. Avec les clubs professionnels, travailler avec les clubs professionnels dans le traitement des violences et des comportements discriminatoires. Voilà, c'est vraiment des choses assez fortes. Créer un partenariat avec la LFP, un 3e niveau professionnel. Donc voilà, ils sont comme ça. Voilà, ils sont comme ça. Ensuite, pour le 6e point, on est s'engager pour des formations adaptées et proches du terrain. On est vraiment encore sur du spécifique, un arbitrage ouvert et modernisé. On en parle souvent que c'est important de développer ce programme justement d'arbitrage et d'avoir des conseillers territoriaux, s'engager pour un football féminin structuré et performant. Alors attention, gros point numéro 8, on s'intéresse au football féminin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le développement du football féminin sera une priorité. Dans son discours, il a juste parlé de football féminin juste à la fin. Donc on n'a pas trop senti la priorité. Avec des objectifs réalistes, concrets, opérationnels et accompagnés sur le terrain. Nous nous engageons à soutenir les clubs dans le développement de sections féminines et à simplifier l'organisation du haut niveau féminin afin d'assurer un fonctionnement pérenne et adapté. Il faut savoir qu'en règle générale, quand tu as 2 sections, la section féminine est souvent mise de côté, celle qui a le moins moyen, et c'est elle qui est plus apte à se fermer. Et quand la section masculine a des difficultés, ça retombe sur les féminines. Exemple, Bordeaux. Réunir dès le premier semestre 2025 les assises du football féminin avec tous les acteurs volontaires. Mettre en œuvre un développement réel de la pratique féminine dans les clubs, y compris en adaptant les règlements fédéraux ou en autorisation des adaptations aux réalités locales. Ça parle beaucoup quand même, mais concrètement, on veut savoir. Conforter et renforcer le portage politique des projets fédéraux comme Toute Foot, ça c'est pour eux, le club des 100 femmes ou le plan mixité. Clarifier et adapter l'organisation et la gestion du haut niveau féminin dans les dispositifs actuels paraissent aux acteurs du terrain complexes et inadaptés. Déployer un fonds de dotation spécifique au football féminin destiné aux clubs qui sera financé par le prélèvement d'une partie des nouvelles ressources partenaires. Donc voilà, ça c'est pour la partie féminine. Ensuite, le 9e et 10e point quand même, c'est s'engager pour un football innovant et accessible à tous, pour tous. Voilà, ça on parle de la pratique de futsal. Voilà, du coup, un centre de performance sur l'expertise au service de tous. Voilà, un centre de recherche de performance à Clairefontaine. Voilà, c'est un petit peu leur programme qui finit par ces engagements et ce programme, nous voulons les porter avec vous et pour vous. Notre ambition est de construire une équipe qui vous ressemble, qui ressemble à toutes les familles qui parlent football, qui pensent à tous les territoires, à toutes les pratiques pour construire ensemble le football de demain. Donc ça, c'est le programme justement qui s'oppose à
notre président actuel. Selon vous, lequel des deux vous plaît? Je vous laisse laisser un commentaire afin de m'en dire davantage justement sur vos préférences. Alors, sensationnel, un concours pour les clubs féminins amateurs. Oui, on reste dans la catégorie amateur qui permet d'offrir à ces jeunes filles un stage à Clairefontaine et des dotations pour les clubs. Lors des précédentes éditions, la marraine Laure Boulot n'avait pas eu l'opportunité d'aller à Clairefontaine, pendant que les gagnantes du stage effectuaient leur formation. Cette année, elle a pu échanger et participer à des formations avec elle, comme l'initiation au CC-Foot avec le joueur de l'équipe de France, Yvan Youandji, qui, par suite d'une blessure, n'avait pas pu participer aux derniers Jeux Olympiques de Paris. L'occasion aussi pour des journalistes de tester une séance de tir au but de CC-Foot. Et là, au milieu, dans l'axe, il y a un but marqué, un but arrêté, un ballon arrêté. Là, vous êtes à 1-1. Là, c'est la belle. Ouais. Laure Boulot a pu s'entraîner et effectuer des matchs de tennis-ballon avec des jeunes filles. C'est une expérience très importante pour elle, le fait de pouvoir être directement témoin de sensationnel auprès des jeunes filles et créer un lien avec ces jeunes joueuses. Durant une matinée, la championne olympique de judo, Madeleine Molonga, est venue partager son expérience en tant que sportive de haut niveau. J'ai pu échanger en exclusivité avec elle. Je la cite, c'est une expérience sensationnelle. Il est important de transmettre les valeurs du sport, que ce soit le judo ou le football. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour les likes et justement de partager cette vidéo si ce format vous a plu. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour me donner votre avis et continuer justement ces discussions. À très bientôt. Au revoir. Ah, je cherche. Vraiment partout. Vraiment partout. Eh oui. En fait, Oriane se plaint que je suis partout. Voilà. Non, je me plains pas. je note. Tu notes. Je remarque. Tu remarques les fidèles. Ah, les vrais. T'as encore de la place? Ah oui, t'as encore de la place. Merci beaucoup. De rien. T'as encore de la place. Oriane, t'as pas de carte? Si, certainement, je sais pas. C'est quand il fait trop froid, tu réfléchis plus. Salut, celle-là. Tu l'as eu ou pas toi? Non. Mais je dois aller, je peux pas. Ah, vite. C'est 10 euros. Là. 10 euros. Oui. S'il vous plaît. Là. Malard. On reste ici, on va. Désolé. Je suis musclé, hein. Derrière, c'est Wendy Renard. C'est terrible. Merci les filles. Tu les entends? Ouais. Ça. Merci. Ouais. Après, tu dis, il va m'envoyer une merci. De rien. Ne paniquez pas. Sakina, samedi, tu nous fais le même but que samedi dernier? J'espère. J'espère. Vous t'appelez comment? Karchaoui. Ouais. Je suis là. Voilà. Ah, moi j'en ai que 2. Merci. Bonjour. Oui. Bon. Merci. Attends. Le monsieur, on l'a déjà fait. Oui. Merci. J'aurais pu faire sans le maillot, mais je ne l'ai pas pris. Moi, je vais signer ton maillot. Tu veux signer ton maillot? Tu l'as eu ou pas toi? Non. Mais je dois aller, je peux pas. Ah, vite. C'est 10 euros. Là. 10 euros. Oui. S'il vous plaît. Là. Ouais. Les filles, il faut y aller. C'est vraiment une réunion. Il faut y aller. Merci. Merci beaucoup. Attends, décolle. Les petits décolle.
Merci. Si possible. Nickel, merci. Pas de carte. Non, désolé. Kenza. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis pas de mon numéro de club. C'est pas grave. C'est vrai? Merci. Demain. C'est vraiment un grand sac pour rien. C'est super gentil. Et j'ai une petite demande. Dedans, il y a un papier avec un Ouais. Ah ouais, vraiment? Ouais, vraiment, oui. Merci beaucoup. Hein. Merci, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Ah, ça me dit Tiens, on va prendre ça. Ah, mais il y a des caméras. Bah oui, arrête. Ah, moi, je mets ma capuche. Regarde, Imaginez-vous, ma tête est